Plutôt, notre directrice financière va présenter les résultats chiffrés. Frédéric Sebag présentera toute l'activité et je finirai par une petite synthèse et puis une actualité financière. Voilà, Valérie, je t'en prie. Bonjour. Donc, en ce qui concerne les résultats, comme on l'a annoncé au mois de janvier en termes de chiffre d'affaires, nous constatons une décroissance sur l'année de moins 5%, même si séquentiellement sur l'année, on a constaté une amélioration, puisqu'au cours du dernier trimestre, la décroissance était de 2%. Sur ce chiffre d'affaires, un indicateur majeur pour l'entreprise, c'est la croissance de l'effectif productif. Ici, je parle de l'effectif productif au 31 décembre, donc une croissance de 25 ETP à 2775, qui nous permet d'avoir un embarqué en croissance pour 2013, ce qui n'était pas le cas pour les années précédentes. Ce chiffre d'affaires, il se répartit, et cette croissance de chiffre d'affaires se répartit différemment entre la France et l'international. Sur la France, on a un chiffre d'affaires à 221 millions d'euros en décroissance de 4%, et sur l'international, on a un chiffre d'affaires à 21,1 millions d'euros en décroissance de 17%, qui est essentiellement dû à l'effet embarqué pour la partie internationale. Pour la partie de la France, il y a à la fois un effet effectif, comme je l'évoquais, et une légère dégradation des indicateurs de performance, notamment du taux d'occupation. En termes de résultats opérationnels courants, on a la traduction d'une part de la baisse de chiffre d'affaires et à l'inverse, la recovery, telle qu'on l'avait annoncé sur la partie internationale. On avait annoncé qu'on targetait un équilibre sur les filiales belges et hollandaises. Et c'est le cas, et on a un résultat négatif de 300 000 euros, notamment sur l'investissement continu que l'on fait sur la Chine. Sur la partie autres produits et charges opérationnelles, on a une charge qui a nettement diminué entre 2011 et 2012, de 2,8 millions à 1,2 million, donc ce sont essentiellement des frais de restructuration, donc qui nous amènent à une croissance très forte en termes de résultats opérationnels, puisqu'on passe de 9,9 millions à 11,2 millions d'euros. Ensuite, en ce qui concerne la partie résultats financiers, on a également une amélioration, donc avec un résultat qui passe de moins 2,2 millions à moins 1,6 million d'euros, donc qui est essentiellement dû aux améliorations que l'on verra ensuite sur la partie génération de cash qui a été continue tout au long de l'année. La partie charge d'impôt est relativement normative et donc ça nous amène à un résultat net des activités poursuivies en croissance quasiment 20%, donc à 4,8 millions, contre 4,1 millions en 2011. Alors l'année dernière, on avait une spécificité, c'est qu'on avait un résultat significativement négatif sur les activités cédées ou en cours de cession. Il s'agissait de l'activité ukrainienne et de l'activité madrilène. Donc l'activité madrilène a été cédée en janvier de l'année dernière. Cette année, nous n'avons pas d'activité en cours de cession. Donc le résultat net au final s'élève à 4,7 millions, donc en croissance de quasiment 100% par rapport à 2011. Alors, c'est 96% sur le résultat net et 100% sur le résultat net par action, puisqu'on a annulé, on a racheté des actions en autocontrôle et on les a annulées au mois d'août de l'année dernière, donc on a un nombre d'actions inférieur entre le fin 2011 et le fin 2012. Donc une excellente performance sur le résultat net et le résultat net par action en 2012. En termes d'équilibre bilanciel, donc des états financiers, on a des états financiers qui sont très stables dans leur structure, même si on traduit un élément majeur en 2012, c'est la performance sur la génération de cash et notamment l'atteinte d'un gearing à 0. Donc on avait traditionnellement depuis 2 ans un taux de gearing
qui était aux alentours des 10%, donc 7% l'année dernière, et on est à 0 au 31/12/2012. Sur le reste des éléments de structure financière, il n'y a pas grande variation, sinon des états financiers qui traduisent la légère décroissance qu'on a constatée l'année dernière. En termes de génération de cash, donc on a une excellente performance sur la partie activité. Alors, deux éléments majeurs. Évidemment, la génération de résultats nous amène une génération de cash significative et également une très forte amélioration, donc qui est continue puisque ça fait 2 ans qu'on la produit, sur les encours de facturation et sur les délais de règlement client. Les encours de facturation, c'est toute la partie de la production que l'on ne peut pas facturer pour des raisons contractuelles ou des problématiques administratives avec les clients. Donc on a fait un très gros effort cette année, il a produit ses effets. Et également un délai de règlement client qui s'est très fortement... 2012, on a atteint un DSO de 54 jours contre 59 jours l'année précédente, donc une très forte amélioration. Donc 14 millions d'euros de trésorerie générée par l'activité, c'est évidemment la meilleure performance que l'on ait jamais produite, comparée à une performance en 2010 de 6,5 millions d'euros. Pour ce qui concerne les investissements, c'est assez classique. Ce sont les investissements notamment en infrastructure informatique pour nos propres besoins. Et on a au sein de ce flux le coût, même s'il est minime, de l'acquisition, la seule acquisition qu'on ait faite en 2012 de la société PEA Consulting, donc pour développer l'activité, la practice conseil au sein du groupe. Donc à 2,6 millions d'euros. Et enfin, la partie flux trésorerie de financement, elle traduit majoritairement 3 éléments. La distribution de dividendes que l'on a faite au premier semestre pour 1 million d'euros. Le rachat d'actions propres, puisque l'on a continué à racheter des actions propres au cours du premier semestre pour environ 2 millions d'euros. Et le reste, c'est le coût des financements et un moindre recours au financement externe sur l'année. Ce qui nous amène à une variation de trésorerie nette positive de 3,4 millions. Donc on a une trésorerie nette positive, donc la meilleure performance en termes d'activité depuis 4 ans et également une génération positive pour la première fois depuis 4 ans, donc ce qui nous amène à une trésorerie à la clôture à 24 millions d'euros. Je vais laisser Frédéric continuer sur les activités et je répondrai aux questions ensuite s'il y en a. Bonjour à tous. Bien, donc un rappel très classique et très synthétique des activités d'Open. Donc on est effectivement dans le haut des entreprises de services informatiques françaises. Je laisserai à Guy l'honneur de parler de l'évolution de notre métier de ce secteur tout à l'heure. Chiffre d'affaires de 242 millions d'euros en 2012 en repli, avec 3150 collaborateurs, dont 2900 en France. Une couverture géographique hexagonale qui est complète maintenant, et depuis un certain temps maintenant, sur l'ensemble du territoire en couvrant les grandes villes de province avec des activités associées dans ces grandes villes, et puis une couverture donc de nos secteurs d'activité, donc des secteurs clients qui est assez bonne, un équilibre en France qui est également très bon puisqu'on est pratiquement à 50-50 avec un 44 pour la province, 47 en Ile-de-France, donc c'est 50-50 en France, et puis 10% international. Et puis une répartition tout à fait conforme à ce qui se passe dans le métier sur la répartition des activités, donc infrastructure, services, applications et conseils. Donc là, c'est une petite illustration sur laquelle on n'a pas beaucoup de temps à passer de l'implantation en France. Pour faire le lien avec l'ensemble de ce que nous avions présenté et ce qui s'est passé dans cette année 2012, donc on avait dit que nous allions réajuster notre assiette de clients en élargissant cette cible, et donc c'est ce qui s'est passé avec l'ouverture de nombreux comptes et la signature de référencement dans l'ensemble des secteurs que nous attaquons.
On a également fait croître et j'espère améliorer la qualité de nos forces commerciales et de nos managers. On a travaillé en profondeur sur le renouvellement ou l'évolution de nos offres et surtout les accords de partenariat technologique dont je vais parler un peu plus tard, donc avec Google Entreprise, avec HP et puis avec des acteurs entrants très pointus comme Perfecto. Et puis, on avait dit qu'on cherchait à atteindre une taille critique dans le conseil, et donc on a fait l'acquisition de l'activité filiale de Reware qui s'appelle PEA Consulting, et cette acquisition va permettre à l'ensemble de la branche conseil de prendre la marque PEA Consulting pour la distinguer un tout petit peu d'Open dans son activité. Donc, quand on regarde ce plan d'action et sa réalité en 2013, on peut quand même dire qu'on est plutôt dans la feuille de route que nous avons tracée. Donc ici un slide assez important parce que dans les mouvements de marché dont on va parler, il est important parce qu'il a maintenant 3 ans ce slide et il marque le positionnement d'Open et encore une fois l'installation d'Open dans ce positionnement. Donc le positionnement, c'est bien d'être un acteur de la performance des directions de services informatiques de nos grands clients, avec des atouts qui ne sont pas si simples à conjuguer et qui font la différence d'Open. C'est un atout de professionnalisme du niveau de tous les grands opérateurs que nous avons sur le marché, aussi bien internationaux que ténors nationaux. Alors on peut citer pêle-mêle les HP, les Accenture, les IBM, les Cap, les Sopra, les Atos, mais surtout de conférer à nos clients une proximité qu'ils ne peuvent pas trouver avec ces acteurs-là, pour plusieurs raisons, je vais le développer. Et puis de l'autre côté, l'aspect valeur qu'il faut produire dans l'ensemble de nos prestations et dans l'approche que nous avons à servir nos clients, avec quand même une capacité d'innovation et qui quelquefois peut se conjuguer difficilement, puisque quand on innove, on ne tire pas tout de suite la valeur attendue. Mais ça, c'est le positionnement qui s'affirme et qui aujourd'hui porte ses fruits, mais dans une façon de procéder qui est ancrée sur les valeurs d'Open, que vous voyez ici citées, la pertinence, l'audace, l'éthique et la responsabilité, la passion et l'engagement, et dans un fort engagement RSE. Depuis maintenant que cette stratégie a été mise en place, on a démarré et travaillé, bien sûr, accompagné des obligations réglementaires, mais on a démarré de façon volontariste et déterministe un volet RSE puissant qui met l'entreprise dans une situation un peu différente de celle de ses concurrents qui sont peut-être moins avancés que nous là-dessus. Alors le professionnalisme et la proximité se traduisent par un dispositif industriel français. À l'époque où beaucoup de nos concurrents ont fait le raccourci d'aller produire plutôt directement en nearshore ou en offshore, nous on avait choisi de favoriser un dispositif industriel français et qui était pas toujours un avantage au moment où on parlait. Aujourd'hui, et on en reparlera sûrement plus tard dans nos questions, c'est un avantage colossal. Un haut niveau de compétence et de couverture des domaines technologiques servi par un cadre de méthode, donc ça conduit à ce professionnalisme-là. Une couverture commerciale dense et proche des centres de décision des clients. Nos grands clients ont tous des centres de décision et de production répartis en France. Notre maillage permet d'être également proche des interlocuteurs qui décident localement. Et une politique de ressources humaines, puisque notre métier est quand même un métier profondément axé sur les ressources humaines et la dynamique associée. Donc une politique de ressources humaines très structurée et qui doit se trouver motivante pour que nos collaborateurs puissent évoluer chez nous. Donc le dispositif industriel n'est pas l'objet direct, mais c'était pour l'illustrer. La proximité et le professionnalisme, comment est-ce qu'il se concrétise? Il se concrétise par le fait que notre turnover est en très nette baisse entre l'année dernière et cette année, que nous avons gardé et réussi donc à fidéliser pas mal de nos collaborateurs et que nous avons accueilli en 2013 près de 600 nouveaux collaborateurs. L'évolution de carrière, c'est donc l'élément fondamental et structurant de la fidélité de nos collaborateurs et elle est totalement normée chez nous
claire, visible, transparente et encore une fois vue et visible des collaborateurs. Et puis bien sûr un effort de formation continue qui est très important parce que 33% de l'effectif en 2013 a suivi une formation et donc ça fait ensuite des statistiques assez fortes d'investissement sur les différents points et sur le nombre de jours moyens de ces formations. Sur la partie valeur et innovation, là, le point est de pouvoir suivre et accompagner surtout l'ensemble des grandes tendances du marché en proposant, et non pas en recevant une demande du client, mais en faisant quelque chose qui est une proposition au travers de nos offres. Donc les grands mouvements du marché qui aujourd'hui agissent sur l'ensemble des acteurs sont dénombrés au nombre de 4 et ils s'entendent, alors suivant la façon dont on veut les définir, mais les réseaux sociaux sont aujourd'hui et font entrer le numérique, les réseaux sociaux et la mobilité font entrer l'informatique dans l'ère numérique. Et puis la partie cloud est également une révolution de la façon de pratiquer ou de consommer l'ensemble de ce numérique ou de cette informatique au choix. Et bien sûr la partie big data, c'est-à-dire information de très haut volume et de très grande quantité qui aujourd'hui doit être analysée. Elle n'est pas cette information seulement issue des systèmes d'information d'entreprise, elle est publique, elle est sur le net. Donc ces tendances-là font et agissent sur les entreprises clientes qui doivent absolument les prendre à leur compte pour aborder mieux leur propre marché, aborder mieux leur propre productivité. Ça remet en cause, comme par exemple le cloud remet en cause l'ensemble des façons de créer ou de traiter son infrastructure avec les éléments de sécurité, c'est un exemple. Et la frontière entre l'applicatif et la production va se trouver, puisque quand j'ai externalisé dans le cloud, j'ai pas externalisé que des serveurs, j'ai aussi des applications que je n'ai plus besoin d'acheter ou de maintenir et qui sont des applications que je vais trouver sous une forme d'abonnement. Donc, il y a une vraie évolution de la façon de penser entre ce système, entre la poussée effective du numérique et la façon dont on doit aborder les différents marchés clients. Il y a une vraie réflexion et une vraie rupture qui est en train de se produire dans la façon d'aborder son système d'information dans l'entreprise. Encore une fois, donc, pour répondre à ces évolutions de marché, il y a énormément de choses qu'une SS2I de demain doit faire. Donc on doit redesigner, réaméliorer, revisiter, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'ensemble de nos offres existantes, les offres les plus classiques, depuis la tierce maintenance applicative jusqu'à la mise le maintien en condition opérationnelle. Donc l'ensemble des offres de base doivent être revisitées dans ce nouvel univers. Et on doit être capable de proposer des solutions. Et donc c'est le gros mouvement que l'entreprise est en train de faire, aussi bien propre, celle de l'entreprise, que les solutions issues de nos partenariats. Et donc il fallait créer une direction, il fallait faire une évolution de l'organisation pour structurer notre relation avec ses partenaires et en tirer profit aussi bien pour eux que pour nous. Le premier exemple très significatif que nous avons donc réalisé est la création d'une business unit qui s'appelle Open Apps et qui est chargée de commercialiser et bien sûr d'accompagner la mise en place de l'ensemble des outils et solutions Google Entreprises auprès de nos entreprises clientes. Et nous sommes aujourd'hui, non pas en chiffre d'affaires, parce que nous démarrons, mais en tant qu'acteur engagé dans ce processus de partenariat avec Google, le plus gros acteur français de services engagé avec Google sur l'offre Google Entreprise. Alors, la façon de le faire, encore une fois, et ça c'est une marque de fabrique open et qui s'installe et qui installe notre marque, c'est le faire dans un climat et dans une
volonté RSE forte. Pourquoi? D'abord, parce que je ne vais pas ici faire l'argumentaire sur une politique RSE puissante et ses bienfaits à terme, mais elle constitue aussi, pour nous, un levier de croissance puisqu'elle adresse toutes les populations qui nous intéressent. Elle adresse nos grands clients qui eux-mêmes sont engagés dans cette politique-là et qui attendent de nous des éléments donc de proposition ou d'évolution ou de richesse associés à notre propre politique et à la leur. Et ça intéresse nos investisseurs sur l'ensemble des facteurs éthiques, risques sociaux associés à une politique qui ne serait pas une bonne politique RSE. Ça intéresse bien sûr notre environnement, donc notre comportement citoyen, et puis ça intéresse nos propres collaborateurs et l'ensemble de notre microcosme, en tout cas notre univers, qui a, au travers de cette politique-là et de la mentalité qui se dégage, une vraie réponse à la quête de sens que nous recherchons tous quand nous faisons quelque chose dans la vie. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la présentation et que je vous laisserai le soin de lire pour ceux que ça intéresse un peu plus. Je vais les passer rapidement. Donc, il y a bien sûr un engagement très fort dans la partie dimension sociale, sur le handicap, sur l'égalité femmes-hommes, on dit plutôt homme-femme, mais c'est femmes-hommes, et puis sur bien sûr l'ensemble des aménagements du plan senior. Il y a une dimension environnementale très forte sur un ensemble de sujets quotidiens et surtout sur la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise et qui se situe dans tous les actes qu'une entreprise peut faire au quotidien, même si on pourrait penser que dans un environnement tertiaire et non pas industriel, c'est quelque chose de minime, c'est pas le cas. Il y a des choses assez importantes qui peuvent être réalisées. Et puis, il y a donc la sanction de l'ensemble de ces efforts avec un classement tout à fait officiel qui est réalisé par une structure qui s'appelle Gaia et qui nous classe aujourd'hui, donc 17e sur les 94 sociétés du secteur du service en France, 9e sur les 131 sociétés du segment compartimental et de l'Internext, et puis 8e sur 74 sociétés du segment dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 et 500 millions d'euros. Donc nous sommes très en avance, nous n'avons pas peur d'aller encore plus loin, nous commençons à recueillir les fruits de cette politique parce que ça commence à s'installer et à se distiller dans l'ensemble de nos équipes. Et je crois que dans notre politique de proximité, dans cette politique-là qui est combinée à nos actions métiers, et notamment la partie inshore, la production en France de nos services dans des niveaux de compétitivité égaux à ceux de nos concurrents, je crois que nous avons là une marque qui est en train de créer la différence. Merci, à tout à l'heure. Alors avant de passer à la synthèse elle-même, je voudrais juste vous donner quelques informations concernant le marché. Alors pour être tout à fait objectif, je vous donne les deux grandes tendances qui ont été évaluées dernièrement. Donc la tendance officielle de la fédération, représentée par IDC, le Syntec numérique, qui avait annoncé que justement sur l'année 2012, eh bien, la croissance des SS2I tournerait autour d'un zéro, et celle de PAC qui, eux, ont annoncé que finalement l'année serait négative pour de -1. Bon, alors on peut discuter de la justesse ou pas de ce cabinet ou de l'autre. En tout cas, sachez que la première estimation est faite avec un panel extrêmement détaillé d'entreprises, puisque le Syntec numérique interviewe près de 300 sociétés, 50 DSI, et que globalement, on peut considérer que cette estimation est la bonne. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'année 2012 a été plutôt une année morose dans le domaine des services informatiques. Alors pour 2013, on peut dire qu'elle ne sera pas meilleure.
Donc l'estimation, bon, elle sera publiée dans quelques semaines, mais on sait d'ores et déjà qu'elle sera inférieure à celle de 2012. Donc même si il n'y a pas d'environnement, on va dire, catastrophique, on continue à être dans un environnement morose. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer, en tout cas pour 2013, dans toute l'analyse que l'on peut faire de nos chiffres. En revanche, si on rentre un peu plus dans les détails, on va dire plus qualitatifs, l'industrie numérique restera dynamique quel que soit l'environnement. C'est pour ça que il faut modérer un petit peu la partie quantitative, c'est qu'il y a de tels moteurs de transformation actuellement qu'on peut être confiant sur une reprise. Et vous voyez bien d'ailleurs sur les sujets que Frédéric a déjà évoqués, mais sur lesquels que Open est en train de traiter, mais qui sont les sujets de l'industrie. La mobilité, le big data, le cloud computing, tout ça, ce sont les sujets sur lesquels nous savons d'ores et déjà qu'il y aura une véritable révolution et qui va créer une dynamique. Alors bon, peut-être que 2013 sera encore une année morose, mais on sait qu'on reviendra à des taux de croissance positifs très rapidement, justement en raison de la valeur de ces moteurs de notre industrie et que l'ensemble d'ailleurs de nos clients sont en train d'étudier avec, c'est vrai, les perturbations que cela peut engendrer. Donc, si on veut faire la synthèse de l'année 2012, bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que Open a montré une vraie capacité de résilience, puisque l'on voit bien que malgré cet environnement tendu et la décroissance que nous avons subie, nous arrivons à conserver des résultats en progression. Je crois que ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner, parce que d'autres entreprises ont choisi finalement de sacrifier leurs résultats à la croissance. Ce n'est pas notre cas. Nous avons mis le résultat et le cash en priorité pour notre développement. Une augmentation significative du résultat net, parce que soit on le voit au niveau résultat net par du groupe, et évidemment, bon, c'est spectaculaire, on l'a doublé, mais même si on le voit avant les activités cédées, on voit bien qu'on a une croissance du résultat net de l'ordre de 20% qui est très très significative. Et puis, quelque chose auquel nous sommes très sensibles, donc une amélioration de tous les ratios financiers. Valérie a largement insisté là-dessus, mais cette génération de cash et ce nouveau gearing à zéro, c'est quand même symbolique dans cet environnement, et je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir souligner sur ces résultats. Enfin, et là je crois ça c'est plutôt sur la perspective d'avenir, c'est la première fois depuis 3 ans qu'on finit l'année avec plus de collaborateurs productifs qu'on ne l'a commencé. Et donc ça, c'est un point significatif, ce qu'on appelle l'effet embarqué positif, qui permet en tout cas d'envisager une croissance possible sur 2013. Enfin, des contrats significatifs qui ont été engrangés, Frédéric en a parlé, on a vraiment poussé une équipe commerciale de façon en volume, tout simplement, en quantité de commerciaux, et sur des nouveaux comptes qui ont généré donc des référencements absolument spectaculaires, je le dis parce que, sans citer de nom, un référencement a été une très très grande bagarre au cours de l'année, puisqu'il s'agit d'un grand référencement dans le monde de l'énergie. Il faut savoir qu'il y a eu près de 150 candidatures, qu'il y a eu à peu près 15 sociétés référencées vraiment. Bon, il y en a 70 qui ont été nommées, mais 15 qui ont été référencées. Et Open s'est retrouvé dans le top 3 de ce référencement. D'ailleurs, pour ne pas le citer, je peux vous dire, le numéro 1 c'est Altran, Open, numéro 3 Logica, numéro 4 Accenture. C'est quand même très significatif du parcours que Open a exécuté au cours de ces dernières années pour arriver sur un des plus grands référencements, d'être justement sur le podium. Et je crois que c'est assez symbolique, avec des tas d'autres référencements et de nouveaux contrats justement, et c'est pour ça qu'évidemment on a quand même une visibilité sur ce retour à la croissance. Et puis le plan d'action commerciale que Frédéric a détaillé, où vraiment aujourd'hui,
l'acquis du résultat nous permet de nous focaliser sur la partie commerciale pour retrouver cette croissance. Alors je voudrais insister sur ce slide parce que je crois que Frédéric l'a bien expliqué, mais je vais y revenir avec mes mots pour vraiment souligner cet acquis. En fait, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de maturation du marché. Depuis des années, on est parti sur des tas de sujets, des grands comptes qui ne parlaient plus que d'offshore, des grandes SS2I qui s'organisaient dans des process d'intégration de 40 000 Indiens. Le résultat des courses, ce sont des retours d'expérience plutôt moyens, on va dire, plutôt moyens. C'est une prise de conscience de responsabilité sociétale de nos clients. C'est aujourd'hui des clients qui, lorsqu'ils publient leur appel d'offres, disent « Attention, pas de réponse offshore. Attention, quelle est votre politique RSE? Attention, quelle est votre empreinte carbone? Attention, attention, attention !» À tel point d'ailleurs que je le prouve en soulignant la charte des bonnes pratiques qui a été signée par plus de 150 grands comptes. C'est-à-dire que ces préoccupations qui étaient totalement secondaires il y a quelques années viennent en support de leur réflexion sur leur référencement et leur sélection. Il est évident que, comme l'a dit Frédéric, l'excellence opérationnelle, l'organisation industrielle est avant tout le critère de sélection. Le rapport avec la qualité et le prix sont avant tout les sujets de sélection. Mais juste après, eh bien, tous ces sujets-là arrivent en priorité. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que, je ne vais pas citer de nom, mais nous avons fait un dîner il y a quelques jours où des grands patrons de très grandes SS2I, et souvent internationales d'ailleurs, parlent de créer des sites inshore en France. Alors moi-même, je leur dis, mais attendez, ça vient quand même en contradiction. Eh bien non. C'est vrai, et on l'a constaté que l'offshore répond à une certaine demande. Mais le ventre du marché en France, tous ces contrats entre 30 et 100 personnes, eh bien, avec les critères que je viens d'énoncer, sont demandés sur des solutions, des centres de services basés en France et en région, parce que la région permet aussi d'avoir des prix intéressants. Et vraiment, ce qui est très important, c'est que tout ce que nous vous avons dit sur le positionnement d'Open depuis 5 ans, c'est pour ça que j'ai souhaité le mettre ensemble, arrive aujourd'hui à une convergence par rapport à cette demande du marché. Et c'est ça qui nous donne la confiance pour jouer un rôle prépondérant dans les années à venir et d'être l'acteur à fort potentiel de performance que nos actionnaires attendent. Et je crois que cette convergence aujourd'hui est arrivée et c'est un très bon signe pour les années à venir. Une fois qu'on a parlé justement d'être cet acteur de convergence, je voudrais revenir et souligner les efforts vis-à-vis de nos actionnaires qui ont été accomplis au cours de la dernière année. Je vous rappelle que nous avons racheté 10% du capital en 2012, que nous l'avons annulé, ce qui est une véritable révolution, qui est passé complètement à l'as dans la valorisation, puisque normalement on aurait dû avoir quand même un impact au moment où on a annoncé cette annulation, ça n'a pas été le cas, mais enfin bon, c'est pour ça que j'en profite pour le rappeler. Et puis, conformément à nos annonces, nous sommes revenus à la politique de distribution de dividendes que nous avions annoncée, qui consiste à distribuer 25% du résultat net. C'est pour ça que donc en 2012, annulation de 10% des titres et retour à la politique de dividendes.
Enfin, sur cette année, depuis le début d'année, nous avons racheté à peu près 1,5% du capital. Donc je vous confirme que nous continuons cette politique de rachat d'actions. On le fera de façon intelligente, optimisée, évidemment. Comme vous le savez, on ne peut annuler le titre que tous les 2 ans, hein, donc on ne va pas se précipiter. Et à nouveau, conformément à notre politique, nous augmentons le dividende de 30%, puisqu'il passe à 0,13 € par action. Le grand message que l'on souhaitait vous délivrer aujourd'hui, c'est que, résultat, on peut dire que, ok, c'est fait, cash, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est fait. Ce que nous prenons comme un engagement pour 2013, c'est de revenir à la croissance. Et je crois que si nous arrivons justement à allier la croissance et les résultats, il n'y a pas de doute que la valorisation d'Open, que je vais vous rappeler, saura s'aligner quand même avec une sorte de normatif, hein, puisque là, juste pour information, aujourd'hui ou hier, on est à peu près à 50 millions de capis, et que vous voyez que nous avons à peu près donc 7000 titres échangés par jour, ce qui n'empêche pas d'avoir une très belle liquidité de bloc lorsque c'est nécessaire. Sur le capital, il n'y a pas eu de grands changements, si ce n'est que évidemment l'alignement par rapport à l'annulation de titres et la reprise des 100 000 titres à peu près qui ont été rachetés depuis le début de l'année. Voilà. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas, Frédéric, peut-être que tu peux monter. Là, ça marche le deuxième micro? C'est plus pratique, ça. Là. Oui, ça marche. Parfait. Et il doit y avoir un micro baladeur. Hein. Comment? Il est là. Ah ben voilà. Nathalie? Je suis sauvé. Elle arrive. Ah, elle va amener Olivier. Très bien. Vous préparez vos questions. Nous allons vous confier le micro. Oui. De toute façon, si vous ne posez pas la première question, je sais vers qui me tourner, vous inquiétez pas. Parce que la première question est toujours difficile, mais... Ah, monsieur. Aurélie. Ah, pardon. Ouais. Monsieur Schumacher. Il fonctionne ou pas? Oui. Première question, c'est l'international. J'ai envie de dire que le seul petit bémol de l'année, c'est que c'est encore légèrement négatif. Quand est-ce que l'international contribuera aux marges? Et poupée russe dans la question, quand est-ce que Groupe Open atteindra les standards? Il y a eu un gros boulot qui a été fait, mais est-ce qu'on peut imaginer 7% de ROC et à quel horizon? Vas-y, Frédéric. Alors, pour l'international, on a deux situations. On a la Belgique et la Hollande d'un côté, et la Chine de l'autre. La Belgique et la Hollande se redressent et devraient être en contribution stable ou positive sur le résultat de l'année 2013. Et donc, les soucis derrière nous, et puis normalement un vrai mouvement vers l'avenir. C'est ce qu'on attend maintenant. Donc, les premiers mois de l'année l'indiquent. Donc, il faut rester prudent et vigilant sur quelque chose qui se redresse tout juste. Mais je pense qu'on est sur une très bonne orientation de nos deux filiales, Belgique, Hollande et Espagne, qui est non significative. Sur la Chine, nous avons également, normalement sur l'année 2013, nous avons une évolution de chiffre d'affaires, mais comme c'est un grand pays, c'est un grand marché, étant donné qu'on a beaucoup traité le redressement de la France, on n'a pas non plus beaucoup investi en Chine. Donc on tarde un tout petit peu à aller plus vite en Chine. J'espère qu'à partir de 2014, on aura quelque chose de beaucoup plus significatif. Donc en Chine, on aura un redressement, ou en tout cas une évolution forte du chiffre d'affaires, mais on n'aura pas une amélioration particulière du résultat. Sur la question dans la question,
nous avions effectivement comme objectif, avant de connaître cette crise, 7% en 2013. Ce serait un petit peu hardi de le dire, mais ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le retour à la croissance et l'année 2013 sur des ratios qui sont égaux ou supérieurs à ce que nous avons connu en 2012, devrait quand même nous permettre d'aller assez vite sur cet objectif. Sachant qu'en 2013, entre autres petites difficultés, il y a 2 jours de production de moins. Donc ils vont quand même compter cela à la fin de cette année. Mais on est vraiment dans cette tendance-là. On a également un élément à vérifier, puisqu'on va investir en 2013 et 2014 fortement sur la partie solutions, partenariats et autres. Donc on a un élément à vérifier, c'est leur contribution au business model avec d'autres types de revenus, des revenus associés à des solutions, à des licences, à des abonnements. Donc il faut qu'on voit aussi comment est-ce qu'ils vont contribuer au chiffre d'affaires, mais on est assez optimiste là-dessus. Je vais en profiter pour donner une petite précision sur la partie croissance, où on a dit qu'on retournerait à la croissance en 2013. En effet, j'aurais dû préciser qu'il ne faut pas s'attendre à des merveilles sur Q1 et globalement sur S1, puisque en effet nous serons... C'est le semestre qui prend les 2 jours. Oui, c'est ça, c'est toutes les sociétés de services seront pénalisées par ailleurs, donc autant le savoir. Hein. Et quant à l'objectif 7%, oui, ça doit être pour nous... Vous avez raison de le donner comme cible. C'est aujourd'hui, on peut dire, la cible normative que l'on peut avoir. Dans l'environnement que nous vivons actuellement, et comme je l'ai dit avec les chiffres de marché, c'est pas la peine de trop s'avancer sur le délai. On n'en a pas le contrôle. Voilà. Alors je crois que monsieur avait une question. Monsieur J'ai un micro là pour la Aurélie. Ah, pardon, madame. Bah, écoutez, on va donner la priorité à la dame. Après, on reviendra bien. Oui, en fait, je voulais vous poser la question de vos impressions sur le début. Vous avez déjà partiellement répondu sur le début de l'année, puisqu'on a pratiquement terminé le premier trimestre. Donc, si vous pouviez nous donner quand même un petit peu plus d'indications par rapport à ce qui se passait à la fin de l'année. Et la deuxième question portait sur votre stratégie en matière d'acquisition éventuelle. Est-ce qu'il y en a dans le pipeline? Est-ce que vous les envisagez? Dans quel secteur? Dans quelle zone? Quelle est la politique que vous voulez poursuivre dans ce domaine? Je vais répondre à la deuxième et laisser Frédéric répondre à la première. Donc sur la deuxième, nous n'avons pas changé depuis 2 ans, hein, c'est-à-dire que nous vous confirmons que nous ne visons pas d'acquisition structurante. On en a vécu, vous avez vu le parcours qu'on a fait en quelques années pour arriver à ce niveau de chiffre d'affaires et de nombre de collaborateurs. Nous pensons que nous avons une taille critique suffisante pour jouer le rôle que nous souhaitons jouer en France, d'autant plus avec ce que nous vous avons expliqué avec notre organisation industrielle. En revanche, on procédera peut-être, comme on l'a fait au cours de l'année, il y a 2 ans, à de petites acquisitions qui nous renforceraient sur le conseil, sur des savoir-faire et qui nous aideraient justement à progresser en termes de valeur ajoutée et de marge pour nos clients. Début d'année. Oui, le début d'année est encourageant. Il est très encourageant. Maintenant, ce qu'on peut dire devant nous, c'est qu'il y a une situation un petit peu contrastée. On sent que cette crise qui s'impose à tous nécessite chez nos grands clients des réformes, des évolutions profondes de leur organisation, les ruptures technologiques qui s'imposent à eux également. Et nous devrions donc être bénéficiaires de ces grands mouvements. Le point qui est un peu négatif là-dedans, c'est qu'ils veulent bien nous confier des choses qu'ils ne nous confiaient pas hier, parce que c'est dans les définitions, dans les nouvelles définitions de métier, mais ils ne veulent pas le payer le bon prix. Donc tout l'enjeu, et c'est aussi un des points qu'on a eu, à la différence de certains de nos concurrents, nous on n'a pas fait la course à la croissance jusqu'à présent pour ne pas prendre des affaires ou des situations qui se retourneraient contre nous à un moment donné.
Donc il y a un enjeu important, à la fois de les accompagner dans leur mutation, et c'est prometteur, parce que, encore une fois, une crise crée des opportunités. Ces mouvements de marché sont prometteurs également, mais on ne peut pas les faire, on ne doit pas les faire à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, il y a quand même vous le savez tous, dans tous les métiers, une chasse aux économies et qui est portée beaucoup plus par l'externe que par l'interne. Donc, on est dans cet équilibre-là, cette résistance-là, mais c'est encourageant. Monsieur, je vous en prie. Oui, je voulais revenir à un aspect que vous avez souligné dans votre présentation au début. C'est la couverture territoriale de la France par vos agences, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les motivations qui conduisent à avoir un besoin d'implantation très développé sur le plan local. Si je prends l'exemple des banques que je connais un peu, sur une longue période, on a connu des vagues successives de développement des agences, et puis après du nombre d'agences, puis après de contraction, et si je suis bien informé, actuellement on est plutôt dans une phase de contraction. Bon, d'autre part, on sait aussi que les moyens de communication se développent, ne fût-ce que les TGV et autres moyens. Alors, qu'est-ce qui explique que effectivement dans votre activité, vous ayez vraiment besoin d'avoir des implantations nombreuses, parce qu'elles ont un coût. Je ne sais pas exactement si vous pouvez en faire de la présentation, mais des agences, ça coûte. Donc par conséquent, qu'est-ce qui justifie véritablement dans votre métier d'avoir des implantations si proches du client à notre époque? Elles ont un coût et elles rapportent. Donc, ce qui justifie, c'est qu'elles rapportent. Alors, pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a un business local avec des décideurs locaux et des activités locales. Je peux prendre tous les grands groupes, depuis la Poste, la SNCF, EDF, la Caisse d'épargne, enfin bon, tous les grands groupes ont des centres de production informatique dans des villes incroyables quelquefois. Hein. Donc, il y a des activités de plusieurs centaines de personnes pour des groupes de mutuelles d'assurance à Montauban. Bon, on n'est pas à Montauban. Mais ces agences coûtent et rapportent sur un business local et maintenant, à l'avènement de notre schéma industriel, sur un business national, j'espère bientôt international, puisque on arrive au moment du grand retour d'expérience de l'offshore, où nos clients se rendent compte que tous les projets qui ont été offshoreisés sont pas, nécessitent pas ce type de dispositif, en tout cas ça ne produit pas les gains attendus. Et si on s'organisait aussi professionnellement que l'offshore, en le faisant plutôt en province que dans des pays étrangers, qu'ils soient européens ou plus lointains. Et c'est ce mouvement-là, avec quand même des ingénieurs en France de plutôt bonne qualité, c'est ce mouvement-là que dont nous sommes en train de montrer l'intérêt à nos grands clients. Et c'est ce mouvement-là qui fait qu'une agence qui dispose d'un business local et d'un business national est une agence qui rapporte. Alors peut-être qu'il faudra faire un peu de lifting au gré du temps et qu'on a 1, 2, 3 villes en trop. Peut-être qu'il faudra grossir certaines. C'est exactement le sujet dans lequel on est embarqué avec nos clients pour décider de l'endroit où nous pouvons mettre nos plateaux de production avec lui, en mutualisation, parce qu'il cherche aussi, si un client dit j'ai un service de 200 personnes que je dois confier pour une meilleure productivité. Bon, normalement on est un peu meilleur que lui sur le sujet, on va arriver à un peu de productivité. S'il y a 2 clients qui disent moi j'ai 200 et l'autre dit moi j'ai 120, comment est-ce qu'on peut faire pour que sur les mêmes types d'opérations, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fasse quelque chose qui nous coûtera moins si c'est externalisé en mutualisation. Si vous le faites à Paris, ça ne va pas vraiment produire les gains. Si vous le faites en province, avec des front office parisiens, des méthodes professionnelles, et qu'on n'a pas besoin de mettre ces gens-là dans une situation de départ à la retraite anticipée, c'est mieux. Et quand on montre qu'il y a le même prix et une qualité qui est plus grande en général sur ce type d'opération, alors on a 2 clients heureux et une France qui fonctionne un peu mieux.
faut ajouter que, très pragmatiquement, si on ajoute des salaires un peu moins importants en province qu'à Paris, et des coûts de structure, immobilier, etc., qui sont moins chers, on arrive à avoir des prix 10 à 15% moins chers que pour la même production à Paris. Donc du coup, c'est ça qui légitime ce que vient de dire Frédéric en termes de solutions inshore. Une précision, vous avez, je suppose, une analyse de la rentabilité de chacune de vos agences en comptabilité analytique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quels sont les pourcentages qui sont à peu près à la moyenne, ceux qui sont complètement au-dessus, Je peux simplement vous dire savoir si vous avez une possibilité aussi d'amélioration de vos marges à ce niveau-là par la gestion des agences. Oui, je peux simplement vous dire que c'est meilleur qu'à Paris. Voilà, pour être simple, et qu'effectivement, avec un niveau donc de volume d'activité un tout petit peu supérieur, de 10, 20 ou 30%, suivant les agences évidemment, peut-être encore une fois, avec un petit travail de cartographie sur une ou deux qui sont pas si utiles que ça, je crois qu'on sera largement au-dessus des 7%, que M. Schumacher attend avec impatience. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Lévy? Ça vient. Bonjour, Dave Lévy, c'est MCIC Securities. J'ai quelques questions également, si vous me permettez. La première, vous avez dit que le début d'année est encourageant. Je voudrais revenir dessus. Est-ce que vous sentez un contexte différent en début d'année par rapport à ce qu'il était en fin d'année dernière, notamment en termes de volume, en termes de prix, ou on continue sur une tendance? Alors j'ai bien noté ce qu'a dit Guy tout à l'heure, que on était peut-être un petit peu inférieur sur l'ensemble de l'année à ce qu'on a été en 2012, mais j'avais le sentiment qu'on avait une saisonnalité un petit peu différente en termes de volume d'ailleurs comme en termes de marge. Donc je voulais voir vos commentaires là-dessus. Alors, là, en début d'année dernière, pour ce qui nous concerne, on a subi en premier trimestre deux très grosses déconvenues clients, dont certains ont défrayé la chronique à l'époque, et qui ont eu un impact brutal et direct sur nos activités avec eux. Et donc, c'était pas quelque chose que nous avions envisagé, encore une fois, dans cette brutalité-là, et si tôt dans l'année. On n'a pas ça cette année. Donc on a amorti ce choc, puisque quand on regarde la courbe de nos effectifs, c'est une courbe un peu en cuvette. Donc effectivement, on se retrouve avec un effectif supérieur au 31 décembre que celui qu'on avait au 1er janvier, mais pour autant, on est quand même passé par un creux assez important dans l'année 2012. On ne devrait pas avoir ce phénomène en 2013. Avec un embarqué qui est positif, on devrait avoir une progression continue de notre effectif embarqué. Donc on n'est pas du tout dans la même situation de production que l'année 2013. On a ensuite donc une activité, puisque c'était quand même une déconvenue assez forte, une activité commerciale qui a été managée de manière beaucoup plus serrée pour que ces choses-là ne nous arrivent pas, et au contraire pour se positionner sur les grands deals qui nous permettent d'avoir une plus grande visibilité. Donc on a cette visibilité. Par contre, effectivement, on doit se battre pour ne pas baisser nos prix, et dans nos ratios, le TJM, le taux journalier moyen, est égal ou supérieur. Et donc ça, c'est un élément qui fait qu'on ne prend pas toute la croissance attendue. Donc si on voulait tirer un peu plus de croissance, et c'est tout l'enjeu de cette année 2013, bien il faudrait baisser peut-être nos prix, et on ne cherche pas à gagner quelque chose pour perdre l'autre. Donc c'est encourageant parce qu'on arrive dans les conditions qu'on a fixées à tenir l'ensemble de nos sujets, malgré sur ce premier semestre les 2 jours en moins comparativement à l'année dernière. Mais ce qui veut dire, pour être un petit peu plus précis, c'est que le premier trimestre, donc, on a des prix qui se stabilisent, on a des volumes qui sont en légère progression, on a une base de comparaison qui est très favorable, et on a 2 jours ouvrés en moins. Qui est moins favorable. Qui est très défavorable, absolument. Puisqu'il y a 2 jours en moins. Voilà. D'accord. Donc, in fine, ça veut dire que c'est un chiffre d'affaires qui va être stable au premier trimestre ou négatif? Aux alentours de la stabilité. Voilà, d'accord. À quelque chose près. Et après, avec. Tu vas te sortir du nez. Alors, je rappelle que c'est Dove Lévy. Donc je te rappelle que c'est à toi de répondre à ces questions. Ça va, on a dit à peu près ce qu'on voulait dire, Dove, sur le sujet. Alors, on va vous laisser vous reposer une question pour Valérie. En termes de cash, l'amélioration du cash a été assez impressionnante. Est-ce que vous avez encore un potentiel en termes de DSO notamment pour 2013 ou d'autres leviers?
Sur la partie cash, le potentiel que l'on a, c'est de reproduire la performance du 31 décembre sur la totalité de l'année. Donc ça, c'est déjà un élément et ça impactera notamment le résultat financier. Sur le cash lui-même, effectivement, on a sans doute, alors on n'est plus dans les proportions qu'on a connues les années précédentes, mais on a sans doute encore 2-3 jours à gagner sur le DSO et on va dire 1 ou 2 millions sur les encours de facturation. Donc effectivement, on n'est pas dans les niveaux d'amélioration puisqu'on était parti en 2009 à 73 jours de DSO, on arrive à 53 jours aujourd'hui. Donc effectivement, on a fait des grands bonds d'amélioration sur ces sujets. On a plus ce potentiel-là. La loi LME fait que les clients effectivement ont plutôt tendance à appliquer le 60 jours qui leur a été imposé. Bon. Donc nous, on est à 53, on est très contents. 54, pardon, on est très contents. On pense qu'on a peut-être 1 ou 2 jours à gagner. Effectivement, notre enjeu désormais est vraiment d'optimiser les encours, de garder ce niveau de performance-là avec la croissance et de régulariser sur la moyenne annuelle, le 30 juin, etc. Alors, je ne me rappelle plus, la trésorerie nette au 31 décembre, c'est quoi? C'est 0? C'est 0. C'est 0 ? D'accord. Alors que vous aviez une trésorerie nette, une dette nette qui était de l'ordre de 4,5 millions l'année dernière. L'année dernière, on était à 7 millions. Alors c'est ça. 6,5 millions. On a généré 6,5 effectivement sur le. D'accord. Donc ça, c'est un peu en termes de potentiel de cash. Je vais revenir et vous m'y attendiez sur la marge, évidemment. Est-ce que je pense que vous avez répondu sur l'international. Est-ce que les efforts qui ont été faits en France vont permettre une nette amélioration de la marge? Je vais être gentil, au second semestre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons fait un slide où on n'a parlé que de la croissance. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Voilà, c'était pour permettre une question. Nous vous laissons à vous l'estimation à faire, à réfléchir entre ces jours en moins, cette croissance qui va revenir, ce travail qu'on fait pour faire vos petits calculs et pour voir cette amélioration. Alors, je vais poser la question différemment. Quels sont vos leviers d'amélioration et quels sont les coûts des développements des nouvelles offres en parallèle? Le levier d'amélioration principal, c'est le taux d'occupation de nos ingénieurs. Qui était de combien en 2012? Qui n'a pas été communiqué. Je sais. Donc là, il y a un levier d'amélioration qui n'est pas si facile à manipuler que ça parce que... Excuse-moi Frédéric, on peut quand même dire qu'il était en baisse par rapport à 2011. Ça, vous l'avez dit, en nette baisse, vous avez dit. Voilà, en nette baisse par rapport à 2011. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un potentiel pour revenir un peu à 2011. Voilà. Donc c'est le levier principal d'amélioration, sachant qu'on le challenge quand même pas mal puisqu'on veut faire cette croissance et donc augmenter nos effectifs. Donc on sait que quand on fait ce mouvement-là dans un marché qui n'est pas si euphorique, il y a quand même des ajustements qui se font plus difficilement. Donc c'est le principal levier d'amélioration de nos activités et il y a un très gros potentiel. Et les coûts de développement de nouvelles offres et de la Chine? Le coût de développement de nouvelles offres, c'est de l'investissement homme, principalement, puisqu'on embauche des experts, on embauche des personnes qui vont peut-être développer des solutions et qu'on immobilise en réalité. Alors pas dans la compta, dans le sens comptable, mais qu'on immobilise au sens productif des choses. Et pour la Chine, c'est la décision qu'on n'a pas encore prise et on attend, et on voit aussi ce marché chinois se développer. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est en Chine. Pour la Chine, il y a a priori, encore une fois, et là on a les premiers éléments, une très grosse augmentation du chiffre d'affaires qui n'était pas significative, qui a été publiée à 900 000 euros à peu près. Donc là, on est sur des trends qui sont bien supérieurs, mais ça reste encore un peu non significatif. Et il y aura une décision à prendre au moment où ce marché commence à se normer un petit peu et à ressembler à ce que nous pouvons connaître sur le marché occidental, d'acquisition ou pas, pour accélérer cette croissance. Donc on est prudent sur la Chine, on veut déjà disposer d'un socle, c'est un peu moins de 50 personnes aujourd'hui, d'un socle encore un peu plus important, avec une population de collaborateurs chinoises éprouvées, puisque c'est de collaborateurs chinois éprouvé, parce que c'est le sujet, créer la confiance, créer la relation, créer la perspective avec eux, pour pouvoir peut-être accélérer ce développement, si le marché chinois est permissif aux marges. Parce que pour l'instant il est permissif aux chiffres, il n'est pas très permissif à la marge.
Très bien, merci. On a bien évité de répondre à vos questions, ça va, monsieur Lévy? Monsieur Buis, après monsieur Bijoux-Duval. Allez, monsieur Buis. Oui, le métier des SSI a bien changé ces dernières années et les éditeurs et les SSI se rapprochent plus ou moins. Les frontières deviennent floues. Deux grandes SSI ont bien réussi en étant éditeurs. Sans les citer, c'est Sopra et GFI. Vous-même, quelle est votre politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous envisagez de développer la partie solution qui vous serait propre et que vous intégreriez vous-même dans le cadre de package? Bien. D'abord, monsieur Buis, vous allez me donner l'opportunité de dévoiler un petit peu l'annonce que Frédéric m'avait proposé de dire aujourd'hui. Vous avez constaté d'ailleurs que sur notre communiqué, nous n'utilisions plus le terme SS2I. Voilà, alors donc je vous le donne en primeur, comme quoi les actionnaires et l'écosystème Groupe Open a des infos comme ça. À partir du 11 avril, il y aura une grande conférence de presse du Syntec numérique qui va annoncer que les SS2I se nommeront ESN, donc Entreprises de services du numérique, ce qui correspond parfaitement à l'évolution que les sociétés de services en informatique vont avoir dans les années à venir au regard de tout ce qu'on vous a dit sur les transformations technologiques et d'organisation. Et j'en profite donc pour rebondir sur la question de M. Buis, puisque en effet, ça correspondra aussi à des transformations de business model, et puis on ne saura pas trop ce que sera une SS2I, un éditeur ou un intégrateur dans quelques années. Hein. En effet, en tout cas pour le quotidien, pour l'actuel et le court terme, M. Benamou, attendez 2 minutes avant de le mettre dans le journal, ça va. Et il va tweeter tout de suite. Et donc, pour répondre précisément à la question, d'abord, nous avons des activités aussi de solutions qui marchent très très bien, hein, et dont on ne parle pas souvent parce qu'elles n'ont pas une taille suffisante. Nous avons une solution pour le monde de la promotion immobilière où nous avons 80% du marché, où cette solution est absolument incontournable, elle s'appelle Prime Promo, et que tous les grands noms de la promotion immobilière utilisent, et c'est quelque chose qui est un vrai succès avec une très forte contribution. Donc en effet, ça serait bien qu'on trouve d'autres types de solutions, d'autres solutions de ce type pour en continuer à, bien justement, à avoir de la valeur ajoutée dans notre métier d'intégrateur. Alors, quand tout à l'heure je vous disais que peut-être on pouvait cibler quelques petites acquisitions, voilà le type d'acquisition que nous pourrions cibler. Un petit éditeur qui a des difficultés, une petite solution développée par quelqu'un d'autre qui ne sait pas l'exploiter, enfin bref, voilà un type de cible. Il faut ajouter aussi, c'est que l'annonce très importante que nous avons faite avec Open Apps va exactement dans ce sens, et en plus dans le sens du cloud computing, puisque en devenant partenaire de Google, nous rentrons dans ce grand mouvement, et pas n'importe quelle porte, parce que Google est quand même un des acteurs majeurs de ce monde, et je pense que dans les années à venir, nous aurons une forte contribution sur ces sujets-là. En plus, pour rejoindre une question un peu, on va dire, de spécialiste, avec des modèles de facturation qui vont évoluer, puisque comme vous le savez, Google Apps ne se facture pas à la licence, mais se facture à l'usage. Et ça, je crois aussi que c'est l'évolution que nos entreprises vont avoir. Enfin, pour finir, Frédéric n'en a pas parlé, mais c'est aussi très intéressant. Nous avons gagné un très beau contrat en Chine avec l'éditeur Generix, où nous réalisons l'intégration de la solution qui est dans le supply chain management pour un client qui s'appelle Beaumanoir, qui est très connu dans le monde du prêt-à-porter. Et c'est quelque chose aussi qui sera appelé à se développer en Chine, mais pourquoi pas aussi en France. C'est un tournant important, on doit le prendre. Vous savez bien, Roger, ça fait un certain temps que vous êtes dans ce métier-là et vous savez bien que c'est pas si simple de changer d'identité ou de faire des évolutions ou d'être hybride. Sopra en a longtemps souffert. Il a passé 20 ans à expliquer que c'était des modèles compatibles et on le reconnaît 25 ans plus tard. Donc parce qu'après on a commencé à voir, donc c'est pas si simple. Mais effectivement, notamment la partie cloud nous offre l'opportunité de penser les solutions différemment et de les rendre accessibles
à une entreprise de notre type plutôt qu'en étant seulement un éditeur avec l'ensemble des moyens marketing associés, puisque cette facturation à l'usage et cette facilité de solutions qui sont importantes, quel que soit le niveau, des plus grandes, type SAP, ou des plus petites, un workflow qui permet de gérer ceci ou cela, sont des opportunités très fortes pour changer pour faire évoluer une partie du chiffre d'affaires du monde du service. Donc on doit savoir les prendre. Bon, je propose que nous finissions avec la question de M. Bijoux-Duval. Aurélie, Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur l'évolution de votre taux de turnover et de votre taux d'intercontrat entre 2011 et 2012, et également sur les objectifs que vous pouvez avoir sur ces deux critères à moyen terme? Alors, sur le taux d'intercontrat, je réponds tout de suite qu'on n'a pas voulu donner le tasseux, donc évidemment, on ne vous donnera pas le taux d'intercontrat. C'est juste de dire que, eh bien, il va s'améliorer sur 2013, et alors qu'il s'est dégradé sur 2012. Quant au turnover, je crois qu'on peut donner ça, il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides. Oui, on peut donner le turnover. Moyennant évidemment les normes, parce que chacun a sa façon de calculer. Mais enfin, tu peux donner un comparable par rapport à l'an dernier, par exemple. Oui, le taux de turnover, tel qu'on le calcule, je crois qu'il est assez classique. On était à 21% en 2011 et on était à 16% en 2012. Et on sera en dessous en 2013. On attend effectivement ça devrait être encore en forte baisse en 2013. L'écart de baisse de l'occupation a été similaire, inversement. Il n'y a rien à faire, tu ne sors pas. On peut quand même. Alors, on va essayer de répondre à la question que vous ne posez pas. Alors, c'est quoi la question précisément? La baisse a été de quel ordre? Alors, la baisse en 2012 par rapport à 2011, c'était, on peut le dire, 3 points. Moi, j'ai une réponse assez... ça ne répond pas directement, mais indirectement. Tout à l'heure, on parlait d'un objectif à 7%. On est à 5%. Voilà, bon. On peut considérer que l'écart est un problème de taux d'occupation. Sur les 3% que vous avez perdu cette année, vous pensez la gagner en 2013? Est-ce qu'on va gagner en 2013? Une 3% de quoi? Ça fait donc pas 3, donc de 5 à 7, mais effectivement, le problème, c'est le problème de la visibilité du marché. Donc, en termes d'objectifs internes, on s'est remis en marche pour retrouver ce niveau-là. L'échéance est un petit peu incertaine, donc on travaille au quotidien pour améliorer ce ratio-là. Mais on peut difficilement dire quand. Ouais. Bon, alors on a un gros succès aujourd'hui, on a plein de questions. Alors même si je peux arrêter. Oui, pour terminer sur une note positive, est-ce que vous pouvez nous donner le niveau du CICE sur 2013? Je me disais, merde, ils vont nous laisser tranquilles avec ça. Il fallait bien que Laurent arrive. Écoutez, là-dessus, ce qu'on peut dire sur le CICE, c'est que premièrement, nous allons en bénéficier. Voilà. Deuxièmement, de façon assez significative, puisque par définition même, ce crédit d'impôt est à destination des sociétés qui créent le plus d'emplois et qui emploient le plus de monde en France. Eh bien, merci. Pour une fois, nous sommes récompensés de notre vertu par rapport à cela. 42 000 € par an. Eh bien, nous avons beaucoup de salariés qui sont en dessous de cette limite, de ce plafond. Hein, donc, oui, nous serons. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore inconnues sur lesquelles on ne peut pas donc se prononcer. On ne peut pas évaluer ce que ça va apporter à notre résultat, mais en tout cas, ça sera en effet positif, sans problème, oui. Alors, il y a des analystes qui ont déjà fait des petits calculs. Je vous invite à regarder ce qu'ils ont fait. Il faut faire attention parce que il y a des critères qui sont établis. Comment? Non, vas-y. Ah, donc je dis bon, il y a des analyses qui l'ont fait, il y a le fait que, attention, il y a de la participation, il y a des critères, c'est pour ça que donc, c'est trop flou pour qu'on puisse dire de quel montant il s'agit. Voilà, mais en tout cas, en effet, Groupe Open fera partie des sociétés qui en bénéficieront de façon très significative.
Sur le rachat Olivier, bon, alors c'est des heures sup là maintenant. Hein. Pardon. Concernant l'obligation, est-ce que le projet de rachat d'obligation a eu du succès ou pas? Oui, alors tiens, j'en profite pour saluer nos partenaires banquiers qui sont dans la salle, puisque on doit dire quand même, on n'a pas beaucoup insisté, mais nous avons fait un crédit avec un pool bancaire de 16 millions d'euros. Je crois que c'est un excellent signal sur la qualité et la façon dont le milieu financier estime la signature de Groupe Open. Donc d'abord je les remercie et ensuite je mets en valeur justement le fait d'avoir obtenu un crédit dans un environnement qui n'est pas si évident. Hein. Ces fonds seront utilisés justement à notre désendettement de façon, on va dire, optimisée. 6 millions doivent être consacrés au rachat d'obligations issues, bon, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, d'Obsar que nous avons émises il y a maintenant 5 ans, 6 ans 2007, voilà. Et donc, nous avons initié un processus d'aller chercher sur le marché eh bien, ces obligations qui, je vous le rappelle, sont à un taux de 6%. Et comme nos amis banquiers nous ont fait quand même un crédit dans de meilleures conditions, donc il y a toutes les raisons de se réjouir si on arrive à racheter ces obligations. Voilà, alors c'est en cours et nous avons missionné une société pour aller chercher, parce que c'est pas facile d'aller trouver les possesseurs de ces obligations. Ah, Dove, ça vaut plus cher maintenant. Hein. Merci. Si vous permettez, j'ai une dernière question. Vous faites 30% de votre chiffre d'affaires dans la banque finance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la décroissance qu'il y a eu, si décroissance il y a eu d'ailleurs, ou la croissance qu'il y a eu en 2012, et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour 2013? Je ne pense pas qu'il y ait eu de décroissance. Le monde de la banque finance? Oui, parce que vos concurrents ont été en décroissance assez forte. Écoute, en tout cas, pour ce début d'année, on a vraiment, depuis longtemps, et d'ailleurs, j'ai pu échanger avec d'autres confrères, on n'a jamais vu autant d'appels d'offres concernant la banque actuellement. Hein. La banque assurance se porte plutôt bien en début d'année. Alors on se plaint beaucoup des télécoms ou d'autres secteurs. J'ai même entendu des gens se plaindre de l'énergie, alors que nous on voit plutôt une amélioration. Mais la banque assurance se porte, enfin je ne dis pas d'un point de vue économique, d'un point de vue business, hein, bien entendu. Hein. Je n'ai pas de jugement à porter sur le reste, mais sur le business, eh bien s'il y a une vraie dynamique avec de vrais appels d'offres très importants. Avec des prix qui tiennent. Tu veux dire quelque chose? Comment? Avec des prix qui tiennent. Avec des prix qui tiennent, oui, tout à fait. J'ai même entendu un directeur d'achat d'une très grande banque dire « j'ai éliminé ce candidat parce qu'il n'était pas assez cher ». Ça, c'est pour revenir à la présentation que j'ai faite tout à l'heure, où non, ils ne veulent plus faire n'importe quoi. Je vous rappelle que, par exemple, je peux le dire, et je pense qu'ils sont dans la salle, la Société Générale vient de signer le label des bonnes pratiques. Et ils font partie des premiers à avoir signé ça, c'est magnifique. Et donc, toutes les grandes banques sont en train d'avancer dans un processus de bonnes pratiques et de respect de leurs fournisseurs. Et je crois que il y a du progrès dans ce sens-là. Donc, on a moins de problèmes de prix en tant que tel. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est moins crucial qu'il y a un an ou deux. Donc pour répondre directement, il n'y a pas une baisse forte de nos activités dans le monde bancaire. Et il y a par contre une vraie reprise, puisque comme on avait été un acteur qui avait tenu ses positions, dans les conditions qui nous attendaient de nous et dans celles qu'on voulait produire, aujourd'hui on est dans des situations tout à fait intéressantes d'équilibre entre le prix et la qualité. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cet intérêt, toutes ces questions, et donc à la prochaine.